Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger sur un sujet qu'on a déjà abordé par le passé et qu'on a souvent clashé, il faut bien l'avouer, c'est le PHP. Alors on en profite, je pense, aujourd'hui de discuter de ce sujet pour faire un petit mea culpa. Je m'adresse surtout à Philippe et Arthur. Chacun a le droit d'avoir ses préférences. Voilà, dans son avis personnel, nous on va peut-être pas beaucoup intervenir sur ce podcast. Non, en vrai, on a beaucoup clashé PHP dans nos différents podcasts. Et il faut savoir, juste pour rétablir un peu la vérité, c'est que chez Axe Open, on fait plusieurs technos et donc chacun a ses convictions. Et c'est vrai qu'autour de la table, Philippe et Arthur, on en a un qui est plus Java, Arthur qui est plus JS. Il y a un codeur et un autre, quoi. Voilà, c'est ça, chacun son problème. Hein. Et c'est Philippe, c'est un vieux monsieur, donc forcément, il aime les vieilles technologies. Et c'est parti, mais sachez que chez nous, du coup, il y a aussi des gens qui adorent PHP et du coup, qui sont là aujourd'hui. Donc on les a invités. Il y a Jonathan qui est autour de la table. Salut. Et il y a Corentin. Salut tout le monde. Qui était déjà venu aussi sur un précédent podcast. L'idée aujourd'hui, donc, c'est de parler un petit peu de PHP, mais surtout particulièrement du framework Symfony, qui, je pense qu'on peut le dire, révolutionne peut-être un peu la vision du PHP actuel. Les mots ne sont pas trop forts. Alors, on parle déjà de révolution. Voilà, après, révolution dans son domaine, quoi. Donc, Oui, mais on aura l'occasion de revenir après dessus. On va démarrer comme d'habitude par les bases. Je vais quand même laisser Philippe présenter PHP. Dis-nous, c'est quoi dans les grandes lignes ? Alors, PHP, c'est un langage de script, donc ça s'exécute côté serveur, hein, on est bien sur de la technologie serveur, qui permet historiquement de mettre un peu de dynamisme dans des pages HTML, et qui petit à petit est devenu un véritable langage pour générer complètement des pages et générer des API, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, dans ce podcast, on va parler de deux choses, on va parler assez peu du langage PHP, même si je pense qu'on aura l'occasion de montrer ses forces et ses faiblesses. Mais on va surtout parler de Symfony, qui est l'équivalent, alors pour ceux du monde Java, c'est l'équivalent de J2E, c'est-à-dire en fait c'est le framework au-dessus du langage lui-même qui permet de faire des applications, des API, tout ce que vous pouvez trouver. Okay. Ouais. On va démarrer par le point historique. Nous vivons tous un moment historique. Corentin, tu peux nous faire un petit peu l'historique de PHP ? Au niveau de l'historique, donc PHP il a été créé en 1994, donc c'était un développeur qui s'appelait Rasmus Lerdorf. Donc au début c'était juste une application, au début il voulait juste faire une librairie en C pour son site internet perso. Et au fur et à mesure qu'il a rajouté des librairies pour pouvoir se connecter aux bases de données et dynamiser toute son application, côté back surtout, parce qu'en fait côté front il avait surtout du JS. Donc forcément un précurseur. Un précurseur. Et donc oui, c'est là où internet est parti en couille. 94, deux langages, PHP, JavaScript, on est parti en vrille. Donc au fur et à mesure de l'évolution, il a sorti le langage PHP. Donc au début il s'appelait comment déjà, Philippe ? Je crois que ça s'appelait Personal Homepage. Ça permettait de mettre un peu de dynamisme dans des pages HTML. C'est ça, oui. Et donc oui, donc il l'a sorti en 95, donc un an après, donc en version 1. Donc après ça a évolué au fur et à mesure. Donc après, pour faire un peu un historique des évolutions, on a fait PHP 1, 2, 3, 4, mais ceux-là, c'est les moins évolués et ceux qu'on connaît le moins, vu qu'on est un peu trop jeune pour ça, on va dire. Mais peut-être Philippe, non ? J'ai connu PHP 3, moi. J'ai jamais connu PHP, j'ai connu que le 5. Ça me fait mal. Donc voilà. Donc à partir du 5.6, on va dire c'est la dernière version un peu obsolète, qui est vraiment la plus lente, surtout qui est pas typée, parce que PHP c'est surtout connu pour la souplesse, un peu trop. Tu peux faire tout et n'importe quoi avec du PHP. C'est pas du tout typé. Il y a presque aucune. Au départ, il privilégie la souplesse et la sécurité, donc. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Ouais, puis il faut pour replacer dans le contexte historique pour les gens qui ont plus de 30 ans. Il faut dire qu'à l'époque c'était vraiment une révolution parce que pour faire ça, il n'y avait rien côté serveur et on pouvait mettre soit des grosses artilleries type Java qui étaient. Alors Java, je sais qu'il y en a certains qui trouvent que c'est lourd, mais à l'époque c'était encore plus lourd. Donc du coup, c'était vraiment un langage qui arrivait avec un petit côté frais et un petit côté, t'as vu, c'est super facile, qui était hyper facile à prendre en main et c'est surtout ça qui fait que c'est bien. Et d'ailleurs, le moteur est toujours en C ? Ou ils ont créé leur toujours du C, ouais. D'accord. En fait, ils avaient comme objectif de créer un nouveau langage qui s'appelle... P++, non ? Ouais, du P++, ouais. Donc ils voulaient copier... ils voulaient passer du C, C++, ils voulaient passer du PHP en C à P++. Enfin, voilà. Okay. Et au final, ça s'est pas fait. Là, ils sont sur du PHP 8. Donc, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais en gros, PHP 8,
La grosse évolution, bon, déjà, il y a des améliorations côté Il est performance. sorti en octobre 2020. Et surtout, ouais, bon, il n'est pas encore stable, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent pour l'instant. Il est encore en développement, mais ouais, en gros, il y a surtout l'intégration d'un compilateur. Donc, on va pouvoir compiler le PHP. Donc, c'est déjà une évolution pas mal. On a 2 doigts de Java, là. On a deux On est doigts. plutôt d'arriver sur une techno qui a déjà 10 ans. Mais c'est toujours le Ouais. créateur qui s'en occupe, qui le maintient. Non, bah après, c'est toute une équipe. Non, le créateur, non, il s'en occupe plus. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais D'accord. j'ai vu. Il y a une était boîte plus. derrière ou c'est pas du tout suicidé, open source. quoi. C'est la chose à faire. C'est pas du tout open source. Ah, si. Si, c'est open open source. source, Si, c'est d'accord. open source. Et donc, oui, donc dans le PHP 8, j'avais un truc. C'est quoi les grandes particularités du coup de PHP, notamment, on en parle par rapport à un Java, un C#, etc. C'est, En c'est fait, quoi le truc, c'est ces que grandes PHP, lignes en fait, tout le monde peut en faire, même. En fait, on va dire, c'est le langage le plus facile à appréhender. En plus, tu as besoin de rien du tout pour faire du PHP. Tu as une page HTML, donc tu sais déjà faire du HTML, enfin, quand tu démarres le développement, et en fait, tu pars d'une page HTML et tu intègres du PHP dedans. Donc, c'est le plus simple comparé à du Java, où je pense que c'est un peu plus compliqué quand tu Ouais, Java, la marge à l'entrée, était Oui. bien. Oui, pour Oui. rentrer dans Java, ouais, c'est pas pareil du tout. Donc je pense que c'est surtout ça. Mais bon, après, justement, vu que c'est du PHP pur et que PHP il est beaucoup trop permissif, c'est là où on voit que PHP est pas trop apprécié parce que ça permet beaucoup trop de choses. Et en fait, un développeur qui va de base faire son propre framework PHP ou son propre application PHP, en fait, le développeur d'après, il pourra jamais le maintenir. En fait, c'est pas possible. Ça Donc, me rappelle quelque chose. Comme tous les scripts, en fait. Tous les langages Oui, de tout ce qui tous les est scripts, script, le oui. problème, c'est que tu peux faire tout Ouais. n'importe quoi, et au bout de 10 minutes, c'est immaintenable, quoi. Corentin, tu parlais du coup des frameworks. Au fil des années, donc il y a les frameworks qui sont développés pour tous les langages. Mhm. PHP a aussi les siens. Aujourd'hui, c'est quoi les grands frameworks qui existent? Alors historiquement, le créateur justement, Erasmus, il avait créé un framework qui s'appelle Zend. Donc c'est un peu le framework de base, mais là au fur et à mesure du temps, il est plus maintenu. Je sais pas, la dernière version elle doit avoir 4-5 ans. Donc ce framework-là, il a été abandonné, mais là actuellement, les frameworks qui sont un peu le plus connus, il y a Symfony bien sûr, il y a I, donc qui est pas mal niveau performance, mais bon, qui est un peu trop permissif. Après, on a Laravel. Laravel, ouais. Mais Laravel, lui, c'est côté performance, il est vraiment très très lent parce qu'il utilise une surcouche de Symfony. Donc, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Et niveau sécurité, ça résout Niveau pas mal des sécu- soucis ou Oui, c'est toujours oui. autant. Oui, parce que oui, quand tu fais du PHP, si tu prévois pas, quand tu fais du PHP pur, si tu prévois pas tout ce qui est injection, tout ça, directement, tu as le droit, quoi. Alors que Symfony, lui, de base, quand tu crées un formulaire, il y a déjà tout ce qui est injection SQL qui est géré, quoi. Donc, ouais. Ok. Et si on se focus du coup un petit peu sur Symfony, qui est le framework dont on voulait parler aujourd'hui, puisque c'est celui qui est quand même pas mal utilisé, notamment pour faire des applications métiers. Framework Symfony, dans les grandes lignes, du coup, c'est quoi et comment ça fonctionne? Alors, comme tout framework, l'idée d'un framework, c'est de cadrer le travail des développeurs. D'accord ? Donc ça se base au-dessus d'un langage et ça apporte un certain nombre alors évidemment des librairies, mais surtout une manière de faire. Et ça va obliger le développeur à respecter un formalisme. Aujourd'hui, alors pas toujours, mais dans 90% des applications, Symfony c'est utilisé surtout pour faire des API, d'accord ? Et vous avez toujours votre front qui est en Angular, en React ou en Vue.js pour ceux qui n'aiment pas développer. Et cette API, grosso modo, ça va essentiellement être capable de traiter les web services, donc avec une donnée d'entrée, un traitement métier, un appel à une base de données, un retraitement métier et une présentation pour l'envoyer à la partie vue. Et en fait, le framework, ça fait ça. Et ça cadre tout ce qui est sécurité, validation des données, serialiseur, déserialiseur, interaction avec le directeur. En gros, pour faire simple, c'est ça un framework et c'est comme ça que ça fonctionne. Et Symfony permet quand même de faire des vues ou c'est vraiment que pour les API? Ouais, Symfony, il intègre le template de vue Twig. Donc, on va dire, si tu compares avec du Angular, c'est pas ultra évolué comme l'Angular, mais tu peux à peu près faire les mêmes choses. Tu peux faire des ifs, des Mais boucles. ça fait calculer la vue côté serveur, c'est l'équivalent Voilà, d'un ça fait- JSF. Ouais, Oui, bien sûr. en gros, ça te calcule la vue côté Mais serveur, ça te la renvoie. Ouais. C'est plus utilisé du coup pour faire des API en ce moment. Aujourd'hui, plus personne démarre des nouveaux projets en faisant Oui, moins. quoi. Ouais, de moins en moins, ouais. Ouais. Mais j'ai connu une époque où j'en avais fait un, par exemple. Ils ont des applis en Symfony avec le Ouais, front. ils en avaient Le front, plein, le front, c'est du Twig. Donc, Si, après, les trucs, c'est utilisé surtout pour l'envoi de mail depuis Oui, le voilà. batch. Twig, c'est une librairie de templating. Donc, Qui est assez joli d'ailleurs, Ouais. comparé au langage de base de PHP. Et les vieux échos, ouais, Twig est beaucoup plus beau. Et Symfony, du coup, il a évolué comment? Parce que j'ai une mémoire que la première version, c'était pas forcément trop ça. donc, Et que finalement, la dernière,
Donc ouais, donc les faut deux savoir, dernières, Symfony déjà ça a été développé par une entreprise française s'appelait Sensio Lab. Donc Symfony Framework, Sensio Lab Framework, donc SF et SF pour l'anecdote. Donc voilà. Et C'est donc cool. de base ça Putain, s'appelait on a des Sensio. anecdotes sur le podcast. C'est bon. Non mais donc au début ça s'appelait Sensio Framework et c'était développé par cette entreprise française Sensio Lab et c'était de base un framework interne, donc PHP, et au fur et à mesure du développement ils l'ont rendu Open source. open source en je sais plus 2005 ou 2006 en version 1. Mais bon oui, la version 1 et la version 2 on va dire c'est vraiment la base de base qui posait, enfin ça posait vraiment les bases, et comme on a déjà parlé avec Philippe, c'était vraiment compliqué à configurer, on va dire, le framework. Il y avait beaucoup de fichiers de config en YAML, en fichier YAML, qui était vraiment compliqué à Et configurer. pour ceux qui ont déjà fait du YAML, c'est un espèce de formalisme Python. avec des tables, et c'est Ouais, c'est un cauchemar. ouais, c'est un Je suis cauchemar. sûr que t'aimes bien, toi, Arthur, c'est ton truc, ça, non? Non, je préfère le JSON. Ouais. Bah, YAML, tu mets 2 espaces au lieu d'un tab, ça casse tout, tu sais pas où c'est. Il n'y a pas d'erreur, y a rien, c'est horrible. C'est l'enfer. Donc voilà, et oui, donc on va dire sur les dernières versions, Symfony sont surtout, on va dire sur la dernière version 4 et 5, ça s'est surtout attaqué à la performance, à la sécurité et surtout à la clarification du code, on va dire, pour pouvoir, on va dire, mieux appréhender le Symfony quand tu démarres dessus, quoi, parce qu'avant c'était vraiment une usine à gaz, c'était vraiment compliqué à appréhender. Maintenant c'est un peu plus simple, mais comparé aux autres frameworks, c'est toujours un peu compliqué à appréhender. Bah, tout framework, de Oui. manière générale, c'est Oui. c'est un peu au-dessus, quoi. Oui, oui. C'est pour cadrer, mais du coup, tu as des règles qui n'existaient pas Oui. dans le langage de base, tu as Oui, des règles bah, qui n'existaient ouais, pas parce dans que- d'autres frameworks. Ouais, Symfony, Voilà. Symfony, il a vraiment beaucoup de règles spécifiques. Par exemple, tu dois même nommer certains dossiers d'une certaine façon, Oui. en respectant la casse et tout. Sinon, bah, tu as des erreurs qui te disent que tu peux pas utiliser tel ou tel nombre de dossiers. Donc, c'est vraiment bien cadré pour qu'en fait, que quand un développeur arrive dessus, il voit la structure du projet, il sait où se trouvent les fichiers, qu'est-ce qu'il faut modifier. Et c'est ça qui est intéressant surtout. Et ils continuent de faire des mises à jour régulières. Oui, bah, en gros, en fait, pour faire à peu près simple, on va dire, là, on est en version 5.3. Et on va dire, en fait, dès qu'on arrive à une version mineure en .4, donc 3.4, 4.4 et 5.4, bientôt, et ben en fait, on passe en version LTS, donc ça va pour environ 5 ans. Donc, donc oui, c'est pas mal Ah, quand c'est même. sympa les LTS. Et étant donné qu'à chaque fois qu'ils changent de version majeure, ils pètent tout. Il faut 5 ans de debug. Ils foutent 5 ans de TS, quoi. Tu vois. Voilà. Encore Non, la, tout critique. la transition entre Symfony 4 et Symfony 5, c'est une petite marche, on va dire, comparée à Symfony 3 et Symfony 4. On va faire Symfony 1, Symfony 2, cauchemar. Symfony 2, Symfony 3, cauchemar. Symfony 3, Symfony 4, cauchemar. Donc là, ok, de Ouais. 5 à 6, c'est Après, bien, le, mais le seul truc qu'il faut se dire, entre le 3 et le 4, on change quand même de version de PHP. Ça Ouais, peut c'est peut-être pas expliquer le truc. Donc voilà. Et du coup, côté Symfony, dans la structure un petit peu du framework, c'est fait comment, notamment par rapport à d'autres frameworks? C'est quoi ses spécificités? alors, objectivement, maintenant, tous les frameworks se ressemblent. Mm. Donc, en gros, ce que vous retrouvez, c'est-à-dire un framework d'entité, d'accord, qui va gérer le modèle relationnel avec la base de données, vous l'avez dans tous les frameworks, Java, .NET, PHP, tout ça, vous avez la même chose. Après, vous avez toujours la notion ce qu'on va appeler repository, ça s'appelle pas forcément comme ça dans tous les langages, mais c'est ce qui est responsable de générer des requêtes à destination de la base de données. Vous avez une couche service, d'accord, dans lequel vous avez votre traitement métier, et après vous avez la couche normalement contrôleur qui est l'interaction avec l'API. C'est à peu près tout ça. Et après, vous avez potentiellement du Twig si vous voulez faire des vues, et tout ce que vous retrouvez dans les fichiers de configuration. Ok. C'est un peu la même structuration, et d'ailleurs tous les grands langages, on en parlait longuement avec Corentin, tous les grands frameworks ont convergé vers cette structuration-là. Est-ce qu'on a une gestion un peu comme Spring ou d'injection de dépendance, ou est-ce que Exactement. c'est... Ouais. Ouais, c'est pareil. Tout ouais. est géré. En fait, ils ont tous convergé sur l'injection de dépendance, Ouais. comme sur Angular ou Ouais. tous les frameworks actuels, quoi. Ok. Et côté prise en main, typiquement, c'est plus simple de prendre en main un framework Symfony qu'un framework Spring Boot ou .NET ou... Objectivement, depuis que PHP a décidé de faire un framework, enfin depuis qu'on a un framework Symfony et compagnie, je trouve que la prise en main elle est quasiment identique maintenant, quel que soit les types de framework, Oui. parce que de toute façon c'est la même chose et vous allez avoir les mêmes choses. Donc après c'est plutôt un débat de est-ce que vous êtes plus fan de PHP ou... Ouais. Ce que vous pouvez faire avec PHP, ce qu'on peut pas faire avec un Java ou un truc, c'est que sur PHP vous faites 3 lignes de commande et vous avez un projet vide sur lequel vous pouvez démarrer. Sur Spring Boot la marche est quand même un peu plus élevée. Je pense que le plus gros avantage à prendre un PHP qu'un Spring Boot, c'est l'intégration dans l'environnement, le démarrage d'un projet. c'est ça. C'est vraiment le... C'est plus simple. Ouais. C'est plus simple, ouais. Et aujourd'hui,
quoi les grands avantages de Symfony, notamment par rapport à d'autres, vous parliez tout à l'heure de Laravel, de Zend. C'est quoi les gros avantages? C'est la partie performance On va dire, ouais, Symfony, on va dire, de base, il intègre déjà tout ce qui est le cache natif de PHP, en fait. Symfony sait le gérer, et on peut l'intégrer facilement pour pouvoir mettre en cache des requêtes, des pages en Twig et tout ça, alors que les autres frameworks, pas forcément, en fait. Donc, il y a déjà ça, niveau performance. Après, vu qu'ils ont tout... Ils mettent à jour leur version, enfin, il y a une maintenance des versions, en fait, au fil des années, avec les mises à jour, en fait, ils ont, comment dire... Ils suivent en fait les versions de PHP et en fait à chaque mise à jour ils s'adaptent sur la dernière version de PHP. Donc là en fait ils ont sorti la dernière mise à jour en 5.3, ils se sont adaptés sur le PHP 8 qui intègre le compilateur et en fait on peut déjà commencer à utiliser le compilateur PHP 8. Donc alors que sur les autres frameworks en fait il faut vraiment attendre une grosse version pour qu'on puisse utiliser la dernière version de PHP. Donc il y a ça. Et après, surtout, niveau communauté, avec tout ce qui est documentation et tout, ça doit être la meilleure documentation. Parce que, par exemple, sur Stack Overflow, j'y vais presque jamais pour faire du PHP. Mais presque jamais du Symfony. J'y vais jamais. C'est vraiment très très rare sur un cas vraiment spécifique, sur une librairie spécifique de Symfony. Mais sinon, quand c'est du Symfony, pour utiliser le contrôleur, un truc spécifique sur le contrôleur, tu vas direct sur la doc. Et tu as plein d'exemples méga sympas où tu peux ça t'aide vraiment, quoi. Par exemple, quand tu utilises de l'Angular, moi je fais toujours sur du Stack Overflow. Angular, la doc. Oui, il y a une doc sur Angular. Ouais, tu vois, Moi, j'avais dit. j'en ai vu une fois, mais je suis dû y aller 2-3 fois. Là-bas, c'est jamais la bonne version. Il n'y a même pas d'exemple. Il y a même pas d'exemple, Tu c'est l'API, c'est tout. Débrouille-toi. Mais du coup, c'est toujours l'entreprise française qui entretient, enfin qui met à jour. Ouais, c'est toujours la même. Ok. Cocorico, comme on dit. Ouais, c'est clair. Et il y a des limites à utiliser Symfony aujourd'hui. Vous arrivez des fois à des cas où vous voulez faire des choses où c'est pas possible, ou alors des choses qui sont lentes. La limite, c'est PHP en fait. Parce qu'en fait, comment dire, si on type rien, si on type pas du tout son code dans Symfony, il laissera tout passer en fait. Donc tu peux faire tout et n'importe quoi avec du PHP, même s'il y a du Symfony qui va un peu te limiter sur certains points, il va te cadrer, on va dire, tout ton projet, mais tu peux quand même arriver... en fait, tu peux quand même avoir... je sais pas, avec du Java, il faut compiler, donc tu auras forcément une erreur, quoi. Ouais. Alors que là, tu n'as rien du tout. Donc, en fait, c'est quand tu livres, tu commences à tester ton application... Encore heureusement, aujourd'hui, les IDE, ils te mettent des messages pour dire oui. Vous devriez typer votre valeur de retour. Et ils n'ont pas fait comme sur JavaScript des linters, des trucs qui te permettent dans l'IDE de vraiment entre guillemets compiler, pré-compiler. En fait, c'est sur ton IDE, en fait, tu dois dire sur quelle version t'es. En fait, si tu dis pas, en fait, il va rien te dire du tout. Et à partir du moment où tu dis ta version, il va te dire que là, il faut faire un retour. Donc maintenant, ils ont mis un retour de fonction sur PHP, comme sur Angular. Tu mets un 2 points ton type de variable. Pour typer tes fonctions. Et nous sommes en 2021. Nous avons le type du retour d'une méthode. Attention, en version 7.1, ils ont rajouté le type dans les paramètres de fonction. Et là, en 7.4, ils ont rajouté les types sur les classes, sur les variables de classe. C'est fou. C'est fou. Donc voilà. Un jour, on pourra mettre des variables. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Donc t'en mets pas. C'est ça le problème. Voilà. J'allais dire, côté maintenance, du coup, c'est pas trop galère. Parce que vu que c'est très permissif finalement, imaginons tu as plusieurs développeurs sur un projet, est-ce que justement c'est pas plus compliqué qu'avec un langage qui va être beaucoup plus cadré Je vais répondre à celle-là. Celle-là, j'apprends. Celle-là est pour moi. Non, côté maintenance, si vous êtes dans le cadre de Symfony, vous n'avez pas fait n'importe quoi, globalement ça se passe bien. Parce que même si vous n'avez pas les types, c'est quand même assez structuré, vous vous perdez pas trop. Normalement, vous avez mis en place votre doctrine, donc vous savez à peu près quels sont les types de champs et compagnie. Avec la métaprogrammation, vous avez quand même tout un tas d'informations sur les trucs. Ça se passe plutôt bien. Après, si vous avez un développeur un peu moyen qui fait à la limite de tout, qui fait du PHP, c'est mortel, quoi. C'est mortel. Après, les nouveaux développeurs, normalement, ils sont formés directement dans le framework Symfony. D'ailleurs, ils font presque plus de PHP natif. Très peu. Un peu, quand même. Un peu, mais très peu. Donc, du coup, c'est moindre mal. Après, c'est sûr, parce qu'on parlait de maintenance, le gros des défis que Symfony nous a toujours causé, c'est les montées de version. Parce que les montées de version, c'est un cauchemar là-dessus. Là où en Java, vous avez un code qui a 20 ans, vous le montez de version, ça se passe, quoi. Mais c'est aussi dû à PHP qui s'en fout un peu de faire des breaking change et qui s'en fout un peu de tout ça, quoi. C'est fou, ça, je trouve qu'un langage aussi important que PHP fasse des breaking change encore en ce moment d'une version à une autre, normalement. Le problème de fond, c'est que quand tu pars sur des mauvais choix, celui qui nous a fait tous très mal, je ne sais pas si vous avez commencé, c'était les regeps et tout ce qui est preg match et tout ça, toutes les remplaces qu'ils ont changé la manière de faire, ça faisait mal de partout, quoi.
Il y a ça, et puis moi le deuxième problème de fond, c'est les performances qui sont plus difficilement, parce qu'aujourd'hui ça s'est quand même bien amélioré par rapport à PHP 5, où là franchement c'était inutilisable dès que tu avais 10 utilisateurs, mais sur les nouveaux PHP ça s'est bien amélioré. Par contre ça a beaucoup plus de mal d'avoir un profiler correctement, d'avoir ce genre de choses qui fonctionnent bien. Et là du coup je vous renvoie au podcast qu'on a pu faire sur l'observabilité, ce genre de choses, parce qu'on peut faire des choses, mais c'est pas aussi trivial que ce qu'on a l'habitude de faire dans des langages un peu plus typés, un peu plus forts. Aujourd'hui, du coup, quel est l'intérêt quand on a un nouveau projet à commencer, une API, un dev d'application? Quel est l'intérêt à choisir finalement Symfony? Pourquoi est-ce qu'on va le choisir pour des sujets? Je sais que des fois, c'est parce qu'il y a l'équipe de développement qui maîtrise PHP et du coup, naturellement, on se met là-dedans. Mais pour la logique du SI, peut-être. Moi, je pense que la cohérence du SI, c'est toujours important. C'est-à-dire que choisissez pas la nouvelle techno parce que vous avez un nouveau projet, parce que c'est cool. Gardez une cohérence, parce que ce qui est dur dans l'informatique, c'est pas tant la technologie que d'avoir des développeurs qui soient compétents dessus. Donc si vous avez une partie de votre SI en Symfony, c'est cohérent de continuer dedans. Si vous faites un choix from scratch, là, il faut se poser la question de ce que vous souhaitez faire. Mais sinon, il faut vraiment réfléchir dans la cohérence, quoi. Après, la communauté, enfin les deux langages, que ce soit PHP ou Java ou .NET, vous avez aujourd'hui des grosses communautés derrière, donc vous n'aurez pas trop de mal à trouver des développeurs, théoriquement. Vous n'aurez pas trop de mal à trouver de la documentation. Donc, Et Symfony, typiquement, ça peut être un bon choix pour une grosse application métier ou on va plutôt peut-être le réserver à des choses moyennes, à faible fonctionnalité. Je ne vais pas répondre à cette question parce qu'on va me dire que j'ai un avis biaisé. Et j'ai un avis biaisé sur le sujet. Ouais. Moi, je dirais que, en fait, au niveau des frameworks PHP, on a vraiment des frameworks qui sont faits pour des sites vitrines, type Ubiquiti, il s'appelle. C'est un framework qui fait vraiment que de la génération de templates. Donc, c'est bien pour un site vitrine. Et c'est fait pour, c'est ultra rapide. Alors que dès qu'on commence à ajouter des fonctionnalités, vu que Symfony a quand même, au niveau framework PHP, beaucoup de librairies. Je pense que ça doit être ceux qui ont le plus de librairies compatibles, qui fait tout et n'importe quoi. On peut faire du paiement, on peut vraiment tout faire. Alors que les autres frameworks sont plus lents, proposent moins de fonctionnalités et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'on choisirait Symfony. Mais après, encore une fois, avec une bonne équipe de dev, vous pouvez monter des gros projets sur Symfony. L'équipe de dev est toujours supérieure à la technologie que vous utilisez, quoi, là-dessus. Après, si vous faites un logiciel bancaire ou d'assurance où vous avez plein de calculs, il n'y a même pas de débat, quoi. Vous ne prenez pas un langage pas typé pour faire ça, quoi. Et aujourd'hui, quels conseils vous pourriez donner du coup à quelqu'un, pas un développeur qui va démarrer un projet sur Symfony? Quels conseils vous pourriez lui donner pour qu'il réussisse du coup? Moi, je peux t'en donner un qui est valable dans n'importe quelle techno, c'est respecter la philosophie du framework. C'est-à-dire le framework Symfony, il a ses forces et ses faiblesses, mais respectez-le trait pour trait, faites dans l'état de l'art, toujours dans l'état de l'art. C'est ce qui vous permettra d'évoluer, de corriger les bugs et compagnie. Ne vous croyez pas plus intelligent que le framework et ne vous croyez pas plus intelligent que le langage, respectez la philosophie. Je pense que ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde et qui est malheureusement pas respecté. Souvent, dans le code, vous trouvez des gens qui maîtrisent pas le concept et qui vont vous foutre du code n'importe où. Ça va marcher, mais ça fait n'importe quoi. Donc le vrai conseil, je sais pas ce que tu en penses, Corentin, mais c'est respecter la philosophie de l'outil que vous utilisez. Oui. Et pour conclure, du coup, vous voyez quel avenir à Symfony ou PHP de manière générale aujourd'hui dans le monde? Dans le monde du développement? Ouais. Niveau développement, PHP, je sais plus, on avait fait un calcul, on avait vu un pourcentage avec Jonathan. PHP, ça représente encore, je sais plus, 90%, 87, 99. Je sais plus. 79%. Non, c'était WordPress pour les CMS. C'est WordPress, je pense. Ouais. Non, 79%, c'est les PHP. PHP. WordPress, ça doit être aux alentours de 30%, je pense. Oui, non, mais je parle au niveau des CMS, genre WordPress, 87%, un truc comme ça. Donc au niveau des langages utilisés, PHP, c'était quoi la stat? PHP, c'est le 5e langage le plus craint. Ouais, et pourtant, c'est le plus utilisé, tu vois. Donc, je pense que c'est parce qu'il est aussi beaucoup utilisé dans des sites vitrines, comme tu dis, dans des WordPress. Ce qui peut un peu fausser la stat pour nous qui faisons des sites plus spécifiques, spécifiques et métiers. Mais je pense que pour
pour du métier et pour du spécifique, ça va de plus en plus se perdre, je pense. Mais voilà, il a quand même ses forces pour faire des vitrines, pour faire des sites rapidement. Mais pour nous, ce qu'on fait, c'est pour ça que Philippe en parle mal, entre guillemets, c'est parce que pour notre corps de métier, c'est un peu plus compliqué d'avoir une très grosse appli en Symfony, en PHP. Et puis c'est aussi pas à l'état de l'art, comme dit Philippe. Maintenant, il y a des frameworks qui le font bien en Java, qui le font bien en .NET. Et donc, c'est dommage de partir sur une technologie qui a un peu de retard, entre guillemets, sur les autres, qui essaye toujours de rattraper ce que fait les autres, alors qu'on peut avoir l'état de l'art, entre guillemets. Et après, ce qui va jouer, surtout, ça sera la cohérence, comme disait Philippe, Ouais, avec les SI, quoi. Ouais, c'est vrai que si t'as déjà tout commencé, t'as 90% de tes applis en PHP. Ouais, voilà, faut ça pas sert à rien partir au d'aller, milieu, quoi. Faut pas partir au milieu, quoi. Mais voilà, après, il y a pas de souci à partir sur Symfony. Vous savez que dans 10 ans, ça existera encore, que ça sera maintenu. Enfin, il y a pas de, c'est pas une technologie type Flutter où il ne faut pas y aller. Mais à chaque podcast, il a son podcast, C'est ça, hein. C'est le nouveau PHP, hein. Flutter is the new PHP. Mais non, ça reste une techno qui fonctionne, quoi. Qui fonctionne plutôt bien, quoi. Ça marche, puis on verra, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir Non, l'évolution. mais, comme l'a très bien dit Corentin et Jonathan, c'est une techno qui est majoritaire dans 90% des sites web, donc elle va pas mourir, quoi. Je veux dire, on va pas remplacer 90% des sites web en Gatsby. Ça fait pas un peu peur que ce soit une boîte, une entreprise propriétaire qui fasse les mises à jour d'un framework? Bah, ça a été le cas d'Oracle pendant des années. Ouais, et ils ont réussi à bien transiter. Ouais, ils ont réussi à bien transiter. Non, au contraire, moi, je vois souvent le fait que ça soit une grosse entreprise aidée d'un consortium, c'est mieux que des technos full open source où t'as pas de direction claire, et puis généralement la communauté elle s'énerve et hop, ils forquent le projet et tu te retrouves avec deux trucs, tu vois, tout merdique. Mais voilà, moi je pense que si PHP doit s'améliorer, c'est sur la performance, même si ça s'est quand même amélioré, ça reste une techno qui est pas oufissime. Alors évidemment, quand je vais dire ça, je vais avoir 50 000 commentaires de mecs, ouais mais si, ça va hyper vite. Mais oui, parce que vous faites du PHP natif, où vous faites 3 requêtes, ça va vite, mais quand vous avez installé Symfony, tout le framework, et vous faites des requêtes, bah, c'est pas beaucoup plus rapide qu'un Java, ou pas du tout, quoi. Donc comparons les choses telles qu'elles sont comparables. Bien dit. Bon, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. C'est toujours les benchmarks sur Internet où les mecs ils comparent des insertions dans des tableaux, tu vois. Ah, mais c'est sûr. En fait, ils comparent une boucle sur 1 million d'insertions de tableaux. Tu dis, mais en fait, dans aucune application métier, je fais ça. En vrai, je fais Symfony, j'envoie mon objet et je le sauvegarde en base, quoi. Donc, c'est ça le vrai test. Ah, ça n'est pas le benchmark, comme tu dis, ouais, mais regarde, il consomme moins de mémoire. Regarde, sur un while 1 milliard ça fait 20 millisecondes au lieu de 35. Wow. Généralement, les benchmarks qui sont faits comme ça, les gens ont déjà un avis et... Oui, c'est ça, c'est un peu biaisé, quoi. En fait, dans le day-to-day de développeur en informatique, c'est j'ai des formulaires, je traite des données d'un formulaire, je valide les données et je les insère en base de données, quoi. C'est en fait 99% de l'informatique. Ça, malheureusement, ça n'est pas... C'est réducteur quand même. Non mais c'est ça, hein. Ou alors je récupère des données dans une base de données avec une requête qui est à peu près optimisée. C'est ça le 80% du métier, quoi. Ah, le plus gros problème, c'est l'accès à la base de données en général. Ouais. C'est le point de faiblesse. Donc s'il fait des boucles infinies rapidement, c'est bien. Mais s'il gère mal ses requêtes en base de données, bon, bah, c'est le but de l'appli. Donc c'est dommage si c'est mal fait. Non, c'est clair. Bon, on passe au coup de cœur, coup de gueule cette fois-ci. Coup de cœur, coup de gueule. C'est bon, tu vas y arriver. C'est bon. Du coup, Coco, tu m'as dit avant qu'on démarre ce podcast que tu avais un coup de cœur à nous partager. Ouais. PHP. Donc récemment, j'ai découvert une nouvelle application développée en Node qui permet de gérer des flux, de gérer automatiquement certains flux. Donc ça se rapproche un peu du Talend qui est un ETL. Qui est un ETL, oui. Et donc oui, ça se rapproche à peu près de ça. Donc en fait, c'est, on va dire, une interface web type un peu Talend. T'as un tableau, un plan de travail. Et ça s'appelle comment ? N8N. Donc comme ça s'écrit, comme ça c'est N8N. Ça doit dire quelque chose. Le 8 généralement c'est remplacé. 8, je sais pas. En fait, ça commence par N et ça commence finit par N et du coup ils ont foutu. T'as 8 au milieu, mais je sais plus ce que c'était. C'était Node modération, un truc comme ça. Donc voilà. Et donc oui, donc en gros en fait, t'as une liste de plusieurs composants type, je sais pas, Azure, AWS, t'as du Slack, t'as du MySQL, en fait t'as vraiment tous les types de composants possibles et imaginables. Et en fait tu peux créer des webflows où en fait tu vas récupérer des datas et après en fonction des datas tu vas faire des insertions en base, tu vas appeler un Slack. Par exemple tu peux faire personnellement j'avais créé un bot Slack et j'avais créé des commandes Slack et en fait
N8N, il écoutait sur un Webflow, il écoutait ma commande. Et en fait, en fonction de la commande que je tapais, ça renvoyait une réponse dans le Slack en fait. D'accord. Et après, au niveau de l'entreprise, vu qu'il y a des composants Azure, AWS et tout ça, on peut mettre en place des flux, je sais pas, des migrations ou des trucs comme ça, méga facilement. Et du coup, c'est tout en web. Ouais, c'est tout en web et c'est ça qui est méga intéressant par rapport à Talend. Par exemple, en fait, dans l'interface web, dès qu'on met un composant, en fait, c'est comme si tu copiais-collais du JSON en fait. Le projet entier, c'est juste un petit fichier JSON comparé à... Donc quand t'as ton flux, à la fin, t'as 2 mégas de JSON et tu comprends plus rien. Ouais, mais au moins tu peux faire copier-coller dans ton interface et tu l'as. Ouais, comparé ça à en Talend, on Talend, aimerait tous avoir qu'à faire ça. Talend, je pense que c'est plutôt le Talend le problème là. Donc, voilà. Ça marche. Merci D'accord. du coup, Coco, pour ce partage. Personne n'a un coup de gueule, là? Bon, toi, t'as toujours, Oh, toi, t'as toujours un coup de gueule, toi. Quoi? Non, Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait ce matin? T'as pas un coup de gueule? Non, j'ai pas de coup de gueule, non. Ah ouais. Je suis assez bonne humeur. Ah bah. Pour une fois. Ça marche. Bon, du coup, merci à vous d'avoir participé à ce podcast sur... Voilà, on a enfin parlé PHP ici. C'est bon, c'est la dernière fois. Et on va rappeler une dernière fois, il n'y a pas de mauvaise technologie, il n'y a que des mauvais développeurs. Punchline. Merci à tous, du coup. C'est ce que tu dis à un mec qui a un bug, ça le calme tout de suite. ça. C'est pas la techno, hein, c'est toi. C'est toi. En vrai, c'est vrai. Hein. Horrible. Oui, mais bon. C'est rare. Tu vois. Bon, allez. Merci à tous. On va manger. Ciao. Au revoir. Allez, À salut. plus. Ciao.